Vigilance recommandée face au Covid-19 au moment où la fièvre de la contagion est pourtant en baisse et que l'on redoute alors la montée de comportements à risque. Et pour éviter le calvaire d'une troisième vague annoncée par quelques Cassandres pour la fin de cette année, le gouvernement prescrit une ordonnance en 2 points, vaccination et respect des mesures barrières. En réunion hebdomadaire d'évaluation de la riposte nationale, comme de coutume jeudi dernier, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a demandé au gouvernement de monter d'un cran dans la communication pour gagner les Camerounais à la cause de la vaccination, lancée, comme vous le savez, il y a 2 mois. C'était le 12 avril dernier. Vigilance, vaccination et mesures barrières sont également les grands remèdes au grand mal selon le Médecin du Monde, l'Organisation mondiale de la santé. Au chevet de notre pays, depuis la déclaration des premiers cas de Covid-19 au Cameroun, le vaccin serait-il donc la panacée universelle contre le nouveau mal du siècle? Et les soins de l'OMS contre les autres maladies du système de santé national seraient-ils en repos médical? Bilan de santé en compagnie du docteur Fanuel Abimana, médecin aguerri par 30 ans de métier partagé entre la blouse blanche et l'administration de la santé publique. Il est le représentant au Cameroun de l'Organisation mondiale de la santé et c'est l'invité de Actualité Hebdo ce dimanche. Fanuel Abimana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher frère. Commençons par une prise de température, si vous en avez convenance. Quelle est en ce moment la situation épidémiologique du Covid-19 au Cameroun et en Afrique? Merci. La situation épidémiologique de la pandémie au Cameroun se caractérise par la fin de la deuxième vague qui a commencé au début de l'année et qui a connu un pic à 6 000 cas par semaine au mois de mars, à la semaine 11. Et qui aujourd'hui est plutôt dans la décroissance. Au total, depuis le début de la pandémie, le Cameroun a enregistré près de 80 000 cas et 1300 décès. Au niveau de la région africaine, ou de l'Afrique, prenons plutôt le cas de l'Afrique, nous avons enregistré près de 5 millions de cas et 132 000 décès. Et au niveau mondial, la situation est que 174 millions de cas ont été enregistrés et 3,7 millions de décès. Et donc, la pandémie est toujours là. Elle est caractérisée par ces vagues dans différents pays. Et pour le moment, en Afrique, nous avons une crainte parce que dans les 2 dernières semaines qui viennent de passer, nous avons observé une augmentation de 20% de cas chaque semaine dans la région africaine. Elle a commencé en Afrique australe. Au Cameroun? Pas encore, parce que ça vient par vague. Pour le moment, c'est l'Afrique australe, donc l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana et un peu l'Afrique de l'Est. Et donc, nous sommes dans le scénario de l'année passée. Donc, rappelez-vous, en Afrique australe, au moment où nous étions plutôt dans le calme, en Afrique australe, il y a des pays qui ont perdu 3 ministres en une semaine. Il y a un pays qui a perdu un premier ministre âgé de 52 ans. Donc, c'est une vague. Et si les mesures barrières et surtout la vaccination ne montent pas en puissance, nous risquons d'avoir une troisième vague à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. L'autre élément qui caractérise la pandémie, c'est qu'en fait c'est une maladie complexe. Donc on le dit souvent, mais on ne le dit pas assez. Elle a commencé comme une maladie respiratoire et très rapidement on s'est rendu compte que c'est une maladie systémique. La maladie a changé. Et dernièrement, ce qu'on observe également, c'est l'apparition des variantes. Donc il y en a plusieurs, 2 ont été détectés au Cameroun. En ce moment au Cameroun, combien de variants sont en circulation? 2 variants ont été identifiés, donc sur la période janvier jusqu'au mois de mars, le variant sud-africain et le variant britannique. Malheureusement, en avril et mai et juin, on n'a pas fait de test de séquençage et donc on ne peut pas affirmer que le variant indien qui cause actuellement les plus grosses épidémies, aussi bien en Inde que dans le reste du monde, est détecté. Donc il est urgent qu'au Cameroun, on puisse faire le séquençage des cas positifs du mois d'avril, mai et juin pour confirmer s'il y a ou pas les cas de variants indiens. Dans une publication du 18 décembre 2020 sur votre site, le site de l'OMS, eh bien, vous saluez les efforts du Cameroun et l'engagement
de très haut niveau du président de la République dans la lutte contre le coronavirus. Un semestre plus tard, est-ce que votre appréciation de la riposte camerounaise a évolué? Les efforts sont là. Rappelez-vous les instructions ou les sollicitations du chef d'État tous les soirs à rappeler les Camerounais à porter le masque et à se laver les mains. Et donc la réponse, quand vous regardez le Cameroun par rapport aux autres pays, la réponse a été effective, mais il faut continuer à le renforcer. Donc c'est réellement à plusieurs niveaux, donc la prise en charge, la surveillance, la détection, les fameux 3T, donc track, test and treat, le respect des mesures barrières. Là où le Cameroun est en train de décrocher, je dirais, c'est au niveau de la vaccination. Parce que nous en parlons tout à l'heure, nous parlerons de la vaccination, mais dites-nous peut-être un mot sur l'accompagnement de cette riposte nationale par l'Organisation mondiale de la santé. Vous donnez quoi? De l'argent, des médicaments, du matériel, un appui technique ou tout cela à la fois? C'est tout cela à la fois. C'est tout cela à la fois parce que nous sommes réellement dans l'accompagnement des efforts du gouvernement et nous ne sommes pas seuls, heureusement. L'ensemble des partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, nous appuyons les efforts du gouvernement dans la réponse à cette pandémie. Pour l'OMS en particulier, depuis le début de la pandémie, même avant que nous ayons enregistré le premier cas au mois de mars l'année dernière, l'OMS a travaillé avec le gouvernement pour la préparation la version numéro 1 du plan de riposte. Et quand les premiers cas sont arrivés au Cameroun, nous avons réorganisé notre bureau pour que réellement l'ensemble du personnel soit mobilisé pour la riposte à la Covid. Nous avons également recruté des experts nationaux, une centaine d'experts nationaux, pour appuyer les différents piliers de la réponse. Nous avons fait venir 10 consultants internationaux. Et donc tout ça, dans la gestion des ressources humaines, nous avons donné cet appui. Le deuxième appui que je peux citer, c'est que nous avons contribué au développement des guides et des documents stratégiques pour justement permettre la réponse. Le troisième niveau, c'est le renforcement des capacités. Parce que comme c'est une maladie nouvelle, il fallait renforcer les capacités dans la surveillance, la prise en charge et la prévention des infections et le contrôle des infections. Nous avons également formé plus de 1000 agents de santé communautaires qui ont travaillé dans la surveillance communautaire. L'autre élément dans lequel nous avons travaillé, c'est le laboratoire. Par exemple, il faut se rappeler qu'en février 2020, il n'y avait que le laboratoire du Centre Pasteur qui pouvait détecter le virus. Et avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, le Cameroun a pu développer centres de détection. Donc nous avons contribué à cet effort. Nous contribuons également dans la surveillance du séquençage génomique. Donc nous avons envoyé des échantillons qui nous ont été envoyés par le ministère de la Santé en RDC à Kinshasa et à Dakar. Et enfin, le dernier volet sur lequel nous avons vraiment contribué, et c'est le moment de remercier tous les partenaires qui nous ont fait confiance, c'est dans la logistique. Nous avons pu mobiliser des véhicules qu'on a envoyés dans toutes les régions. Quand vous dites mobiliser, c'est-à-dire vous avez donné? Non, justement, et ça a créé une petite polémique l'année dernière au mois de mai. Elle était malheureuse, mais ce n'est pas grave, nous sommes habitués à cela. Donc on n'a pas donné, mais on a loué des véhicules qu'on a mis à la disposition des régions pour justement permettre aux équipes de la surveillance et de la détection rapide. Parce que certains avaient trouvé à l'époque que ces véhicules-là étaient luxueux. C'est de cette polémique que vous parlez? Non, ils ne sont pas luxueux, ça dépend de l'appréciation des uns et des autres. Mais surtout, le point essentiel, c'est qu'ils n'étaient pas achetés et donnés au gouvernement du Cameroun, mais ils étaient loués pour les mettre à la disposition des régions, pour justement permettre un instant. Et puis, dans la logistique, toujours, nous avons fait venir des équipements, des concentrateurs d'oxygène, des moniteurs paramétriques. À peu près combien de concentrateurs? Près de 200 concentrateurs à travers les différents financements que nous avons reçus et une cinquantaine de caméras thermiques, des équipements de protection individuelle. Bref, vous suivez la gestion de ce matériel-là, elle vous satisfait? Non, nous mettons ça à la disposition du ministère de la Santé qui les déploie au niveau des régions. Parfois, nous avons contribué à les acheminer jusqu'au niveau des régions
Et donc, nous pensons qu'ils sont utilisés à bon escient. On a beaucoup parlé de l'initiative COVAX, à travers laquelle le Cameroun a acquis des vaccins, comme d'autres pays par ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, en quoi consiste-t-elle exactement, cette initiative? L'initiative COVAX, c'est en fait un pilier d'une initiative qui a été lancée au mois d'avril l'année dernière par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, avec des partenaires comme l'Union européenne. En fait, le président de la France, M. Emmanuel Macron, a participé au lancement de cette initiative. Et donc, l'initiative s'appelle ACTA, c'est-à-dire en anglais, c'est ACT, Access to COVID Tools. Tools, ça veut dire les outils. Tools, donc, okay. c'est un mécanisme de permettre au pays d'accéder aux outils de contrôle du Covid le plus rapidement. Et donc, ce ACTA a 3 piliers. Et le premier pilier, c'est le domaine du diagnostic. Donc, c'est à travers ce mécanisme que les pays ont pu accéder assez rapidement quand même aux outils de diagnostic, les tests PCR, les tests TDR, etc. Et puis le deuxième pilier, c'est le traitement, donc l'accès au traitement. Et le troisième pilier, qui en fait est devenu très populaire dans le monde, et c'est ce pilier qui concerne la vaccination, qui s'appelle COVAX. Cette vaccination, quelle est sa tendance aujourd'hui au Cameroun? La vaccination, peut-être avant de dire la situation du Cameroun, il faut prendre un peu de recul et dire ce que c'est un vaccin. Et si vous le permettez, vraiment, je pense que c'est très important que... Un vaccin, c'est la science. Un vaccin, c'est la technologie. Un vaccin, c'est beaucoup de travail de recherche qui aboutit à une autorisation par les institutions autorisées à le faire. L'OMS, l'Agence européenne des médicaments, l'Agence britannique des médicaments, l'Agence américaine des médicaments et des aliments. Et donc, c'est vraiment la science. Et ça ne concerne pas uniquement le vaccin contre la Covid, c'est tous les vaccins. Donc, ils parcourent un processus de recherche et puis de validation par ces institutions. Et le vaccin contre la Covid n'a pas fait exception. Alors, donc, quelle est la situation donc, de ce vaccin, de cette science, comme vous dites, au Cameroun en ce moment? Il est important que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. Quand il y a un vaccin a sa valeur quand on compare le bénéfice du vaccin et le risque du vaccin. Si on ne comprend pas ça, alors on ne peut pas parler. En fait, chacun peut avoir une opinion. Dans le cas actuel, quel est le bénéfice et quel est le risque? Je vais y arriver. Pour venir ici, en venant de chez moi, j'ai pris un risque. Hein? J'aurais pu avoir un accident de véhicule et j'aurais pu mourir. Et je savais que je prenais ce risque. Mais le fait de venir vous rencontrer, le fait de parler aux Camerounais, ce bénéfice-là est supérieur au risque que j'ai pris d'être impliqué dans un accident de voiture. Vous-même, en venant ici, vous avez pris ce risque. Votre bénéfice, c'est que ça vous permet de vivre, de mener votre vie, mais vous avez pris un risque. Donc, tous les jours, nous prenons des risques. Et donc, pour les vaccins, c'est la même chose. Fanuel Abimana, question simple. Oui. Pourquoi faut-il se vacciner aujourd'hui au Cameroun? Ok, je vais de nouveau revenir sur moi. Moi, je me suis vacciné à la même époque que le Premier ministre et d'autres ministres. Pourquoi je me suis fait vacciner? Je me suis fait vacciner parce que je suis sûr que quand je l'ai reçu, les 2 doses du vaccin que j'ai reçues, le risque pour moi de me retrouver à l'hôpital, sous oxygène, sous intubation, éventuellement de mourir de la maladie, est fortement diminué, presque à 100%. Alors, lorsqu'on rend le vaccin, on va dire, non obligatoire, cela est contradictoire, non? Non, ce n'est pas contradictoire. Parce qu'en même temps, vous dites qu'il faut se vacciner, mais le vaccin est volontaire. Nous vivons dans des régimes démocratiques. Nous ne vivons pas dans des régimes totalitaires. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Et je reviens là-dessus. Ma mère a 77 ans. Elle a été victime des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, elle se vaccine chaque année contre la grippe, mais elle avait juré qu'elle n'allait pas prendre le vaccin contre le coronavirus. Je l'ai éduquée, je lui ai dit que moi-même j'ai pris le vaccin, et finalement elle s'est fait vacciner. Les gens qui travaillent chez donc moi je me suis fait vacciner parce que je connais le bénéfice du vaccin. Ma famille s'est fait vacciner. J'ai une fille de 19 ans et j'ai profité du fait que le gouvernement a réduit l'âge à laquelle on peut se vacciner à partir de 18 ans.
et s'est vacciné il y a 10 jours. Prenons une hypothèse. La population est vaccinée à 80%, comme cela est souhaité. Que deviennent le port du masque et les autres mesures barrières? Okay. D'abord, quand on se vaccine soi-même, il y a un bénéfice individuel. Donc, il y a un bénéfice, mais là, vous parlez maintenant d'un bénéfice collectif. Effectivement, il faut juste voir ce qui se passe de par le monde. L'Israël donne l'exemple, la Grande-Bretagne donne l'exemple, les États-Unis donnent l'exemple. Effectivement, il y aura un moment où le fait que tout le monde est une grande proportion de personnes est vaccinée, si on atteint 80%, c'est exceptionnel. Donc on appelle ça l'immunité collective. Ça veut dire que si le virus est introduit dans cette communauté, elle a beaucoup de difficultés à se transmettre. Et donc ça, c'est l'objectif à l'horizon 2022. Pour le moment, l'objectif immédiat pour le Cameroun, c'est de répondre à l'appel du directeur général de l'OMS, vacciner 10% de la population à la fin du mois de septembre et vacciner 30% de la population à la fin de l'année. Le Cameroun a son propre target, ou sa propre cible, qui est de 20% à la fin de l'année, c'est-à-dire 5 millions de personnes. Mais de nouveau, si vous me permettez, C'est faisable? Moi, j'ai analysé les chiffres que nous avons aujourd'hui. Et si vous voyez cette courbe de la vaccination, au début, ça monte lentement, et c'est normal, dans tous les pays du monde, ça monte comme ça, c'est normal. Et puis, la courbe a augmenté, et pendant cette période-là, quand la courbe a pris le dessus, le Cameroun vaccinait 3850 personnes par jour. Et aujourd'hui? Et donc, ça, c'était une bonne montée. À partir du 1er mai, la courbe s'est cassée. Et donc, je pose la question à la communauté nationale, et en particulier les chercheurs, les communicateurs. Qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas moi que vous posez cette question. À vous également, c'est une question nationale. Parce que mon rôle ici ce soir n'est pas de vous répondre, mais de vous poser des questions. Pourquoi la courbe s'est cassée le 1er mai? Et aujourd'hui, donc j'ai dit que dans cette période-là, qui va du 26 avril au 2 mai, le Cameroun vaccinait 3850 personnes par jour. En fait, ce n'est pas beaucoup. Le Ghana vaccinait 20 000 personnes par jour. Mais aujourd'hui, la situation est dramatique puisque nous vaccinons 165 personnes par jour. 165 personnes, en étant parti de 3800. C'est une chute drastique. Il y a un problème. Et donc, j'en appelle à la communauté nationale, j'en appelle aux communicateurs, j'en appelle aux gens qui ont de l'expertise d'analyser cette situation et de proposer des solutions. Les solutions sont connues. Le PEV, c'est exactement ce qui se passe. Donc, le PEV, c'est le programme élargi de vaccination. Il faut des ressources. Il faut des ressources pour le programme. Le Cameroun vaccine 5 millions d'enfants en une semaine quand il y a une campagne de polio. Donc, en tout cas, nous allons reparler tout à l'heure du vaccin et des raisons qui peuvent expliquer cette chute drastique de la courbe vaccinale. Si vous me permettez, juste les trois actions qu'il faut prendre. Les ressources, la communication, et améliorer l'offre. Donc les gens ne doivent pas chercher l'offre vaccinale. Les gens ne doivent pas chercher où se trouve le vaccin. Le vaccin doit venir vers les populations, c'est-à-dire les équipes mobiles doivent se mettre en mouvement. En tant que diplomate, j'imagine que vous suivez régulièrement l'actualité nationale. Pouvez-vous nous dire, nous rappeler peut-être deux ou trois ou un fait peut-être d'actualité qui ait retenu votre attention cette semaine au Cameroun? Bien sûr, Covid. Le Covid-19, je ne vais pas vous surprendre, c'est Covid parce que le Cameroun doit faire plus d'efforts pour éviter une troisième vague, éviter la souffrance que nous avons vue au début de cette année et se mettre en mouvement par rapport aux efforts mondiaux. Nous avons affaire à une pandémie. Ce n'est pas une maladie simple, c'est une maladie qui a déjà coûté 10 000 milliards de dollars à la communauté internationale. Et puis, au niveau du Cameroun, l'autre effet qui va marquer quand même cette semaine, c'est l'adoption d'un passeport numérique, biométrique dont le secrétaire général qui annonçait cette information a dit que le passeport serait plus accessible. C'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais, même si le prix a légèrement augmenté, mais le fait que le passeport
national sera plus accessible, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Vous nous donnez là, avec votre deuxième fait d'actualité, une belle passerelle pour l'élément que je voudrais vous proposer de suivre. Il s'agit de ce nouveau passeport biométrique dont le processus a été présenté à la communauté nationale et internationale cette semaine. Pierre Ivembe. 110 000 francs CFA, c'est juste un aspect de la grande révolution qui est en train d'être opérée au sein de la police, notamment la mise en place d'un nouveau système de production des passeports biométriques au Cameroun. Ce montant représentant le droit de timbre sur les passeports nationaux est contenu dans une ordonnance du 17 décembre 2020, scrutée par les parlementaires et signée du président de la République, portant loi de finances pour l'exercice 2021. À la délégation nationale à la sécurité nationale, l'essentiel était ailleurs. Et son secrétaire général avait hâte d'annoncer la bonne nouvelle aux nombreux demandeurs de ce document de voyage. Le 17 septembre 2020, sur très haute instruction du chef de l'État, la délégation générale à la sécurité nationale a signé avec le consortium INCM Ogentic un contrat pour la mise en place d'un nouveau système de production de passeports biométriques pour la République du Cameroun. La mise en service de ce nouveau système de production viendra ainsi mettre un terme aux difficultés actuellement rencontrées par les usagers dans le processus d'obtention des passeports. Les longues files d'attente, très souvent observées devant les commissariats à l'immigration, ne seront plus qu'un triste souvenir. Les demandeurs de passeports n'auront plus besoin de se déplacer pour Yaoundé afin d'accélérer la production de leurs documents. Il n'y aura plus de course vers le passeport dit express qui n'a d'ailleurs jamais existé pour la délégation générale à la sécurité nationale. Au commissariat à la mi-émigration du centre, c'est environ 400 usagers par jour qui sollicitent les services du personnel sur un circuit hautement manuel, facilitant contact physique et risque de tracasserie. Ces enrôlements classiques se poursuivront jusqu'au 23 juin 2021. Et le 1er juillet 2021, début de la dématérialisation du système de production des passeports biométriques. Le pré-enrôlement en ligne, il consistera à partir de votre téléphone Android ou dans un cybercafé en l'ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet. Le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit des frais de délivrance du passeport, la prise de rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. Puis l'enrôlement dans un centre choisi par le demandeur, donc dans un commissariat et immigration de votre choix. Il convient d'indiquer que cette phase impose la présence physique du demandeur du passeport. Le système étant totalement dématérialisé, les données du demandeur du passeport, quelle que soit la ville ou le pays où il s'est enrôlé, seront transmises en temps réel et de manière sécurisée au serveur de traitement du centre de production. Toute demande ne faisant pas l'objet d'un rejet sera traitée et le document irrélatif produit en 48 heures après l'enrôlement. En cas de rejet, un mail et un SMS précisant le motif et la conduite à tenir seront envoyés instantanément aux demandeurs aux adresses électroniques et numéros de téléphone renseignés pendant le pré-enrôlement. Avec le prestataire, le consortium INCM Ogentic, qui va pendant 10 ans exploiter le dit système, puis le transférer à l'État du Cameroun, des dispositions ont été prises pour la formation des personnels de la DGSN, le déploiement du nouveau système dans l'ensemble des sites nationaux et représentations diplomatiques, ainsi que la construction et l'équipement des bâtiments. Des dispositions pour réaliser ce qui va faire la fierté de la police et du Cameroun tout entier à travers des passeports classiques, des passeports de service et diplomatiques présentés parmi les plus sécurisés, les plus crédibles et les plus fiables au monde. En attendant, des milliers d'usagers qui se plaignent tout le temps sont priés de rentrer en possession de leur passeport encore en souffrance. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Et si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Fanuel Abimana, il ne s'agissait là que du passeport tout court
Pensez-vous que le Cameroun et l'Afrique soient peut-être en route vers un passeport vaccinal? Un passeport vaccinal. Pour le moment, l'OMS observe des initiatives des États membres, en particulier les pays européens qui sont très avancés dans ce domaine. Mais la position de l'OMS est de dire, autant c'est très important d'avoir la documentation du fait qu'on est vacciné, et autant ça pose un problème, y compris des problèmes éthiques et d'injustice, d'exiger ce document pour pouvoir accéder à certains services. Et donc l'OMS observe ce qui se passe dans les pays et l'OMS va pouvoir faire des recommandations dans les jours à venir. La courbe vaccinale que vous avez présentée tout à l'heure est une préoccupation. Est-ce que vos 27 ans de service dans les structures de l'OMS vous permettent de comprendre et d'expliquer ce manque d'engouement des Camerounais à la vaccination? Pourquoi se presse-t-on lentement par rapport à des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire? Je dois vous avouer que ça a été une grosse surprise pour moi, que nous ne puissions pas absorber 1 demi-million de doses, alors que justement dans les autres campagnes, y compris les campagnes de choléra, les campagnes de polio, les campagnes de rougeole, le programme de vaccination du Cameroun est capable de vacciner 5 millions d'enfants en une semaine. Maintenant, pour la Covid, qu'est-ce qui se passe? Nous avons affaire à, comme dans un champ de course, à une course entre l'infection, donc le virus, l'injection, c'est-à-dire le vaccin, et l'infodémie, c'est-à-dire des informations négatives qui sont diffusées à travers les réseaux. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de rappeler par exemple les instructions que le gouvernement français donne aux Français qui sont à l'étranger. Je vous invite à ouvrir le site de France 24 et vous verrez qu'au début de cette page, c'est marqué information coronavirus, Français à l'étranger, consulter les informations officielles et les recommandations émises par le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement français. Et on pourrait paraphraser la même chose et dire Camerounais du Cameroun, consulter les informations officielles et les recommandations émises par le gouvernement du Cameroun. Et un message du président de la République qui est d'ailleurs diffusé au quotidien dans tous nos journaux et nos magazines, délivré par le chef de l'État lui-même dans ce sens. Je vais vous donner de nouveau un exemple. Je pense qu'il faut vraiment que les Camerounais comprennent. Il y a eu beaucoup d'informations fausses, de fake news au niveau des réseaux sociaux. Le dernier, c'est pour cela peut-être vous m'avez vu prendre cette pièce tout à l'heure de ma poche. La dernière qui est sortie, c'est de dire les gens qui sont vaccinés contre le coronavirus créent un magnétisme au niveau de l'endroit de la vaccination. Et je vais vous étonner, c'est une information qu'on peut vérifier en 5 minutes. J'ai vu le directeur de CDC Atlanta en train d'expliquer d'où vient cette information. Et donc j'ai demandé à ma fille, qui est également connectée sur les réseaux sociaux, ma fille a 19 ans, je lui ai demandé si elle a vu cette vidéo. Et elle m'a dit oui, je l'ai vue. Je lui ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas partagé avec moi? Il dit mais papa, je ne partage rien de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça vous a inquiété? Il dit non, ça ne m'a pas inquiété. Et donc c'est une information tellement triviale, mais qui a pris des proportions dans le monde absolument incroyables. Et c'est que, d'abord, c'est vraiment une information fausse. Donc les ingrédients des vaccins utilisés pour le coronavirus, cette information est publique, toute personne intéressée peut avoir accès à ces données. À côté de ces informations, Fanuel Abimana, il y a des images d'Épinal qui sont répandues par les traditions et même par un certain africanisme qu'on pourrait qualifier de chauvin et qui range donc le vaccin et le coronavirus dans une sorte de guerre bactériologique contre l'Afrique. Okay. Que dites-vous pour rassurer les sceptiques? Ce que je dis pour rassurer les gens, c'est que le vaccin a déjà été pris par 2,2 milliards de personnes dans le monde. Les pays développés vaccinent leur population, ils commencent même à vacciner les enfants. Alors que dans nos pays, le personnel de santé, les personnes à haut risque, manquent de vaccins. En Afrique, nous avons un problème. Il y a à la fois des pays qui ont épuisé leurs vaccins, qui en voudraient d'autres, donc c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Rwanda. Et on a d'autres pays où la vaccination ne fonctionne pas, et c'est au Cameroun, la RDC a dû remettre à d'autres pays les vaccins qu'ils ont reçus.
Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais ce soir pour que le vaccin est sûr. Le vaccin est sûr. Il est approuvé par les institutions dont c'est le métier, donc je les ai citées, en Europe, aux États-Unis, l'OMS. Le bénéfice et le risque de loin favorisent le bénéfice. Donc si vous êtes vacciné, si je suis vacciné, je suis sûr de ne pas succomber à la maladie après 2 doses, parce que il faut prendre les 2 doses pour les vaccins dont il faut prendre 2 doses. Et donc le vaccin est sûr. Pour l'infodémie, je voulais dire que cette affaire de magnétisme, un professeur de physique du lycée peut donner l'explication de ce qui se passe. Parce qu'il suffit de rendre une partie, une face de la pièce, donc je ne vais pas faire la démonstration ici, il suffit de rendre, de mouiller une face, et puis ça s'appelle la tension de surface. En physique, donc un professeur de physique de lycée peut donner cette explication. L'autre chose, c'est que... Tout cela veut dire quoi par rapport au vaccin? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se font plaisir au niveau des réseaux sociaux. La fille qui a commencé cette information, elle a trouvé un nom sur les réseaux des jeunes, TikTok. Et puis, ça a pris une telle proportion qu'elle a dû s'excuser et enlever cette vidéo. Mais donc, les gens doivent communiquer avec responsabilité. Docteur Abimana, c'est peut-être une question rhétorique posée à un médecin, mais posons-la tout de même. Oui, avez-vous été à l'hôpital ces derniers temps, depuis le déclenchement du coronavirus? Avez-vous été à l'hôpital pour solliciter un service autre que celui relatif à la pandémie? Heureusement que je suis en bonne santé, donc non, je ne suis pas allé à l'hôpital pour un autre service. Je visite régulièrement la clinique des Nations Unies. J'ai fait mon examen périodique, donc oui, mais vous touchez un point important qui concerne la continuité des services de santé. Tout à fait. L'hôpital n'est pas à l'arrêt, ni les autres services de santé. C'est ce que nous allons constater dans cet élément tourné par Martine Welndingue. Le Covid-19 n'affecte pas seulement les hommes, c'est tout le système de santé qui en est malade. Et le diagnostic des répercussions n'est pas achevé. Ces répercussions vont d'abord se ressentir sur les formations sanitaires. Parce que les formations sanitaires ont été très impliquées, parce que d'abord le personnel des formations a été touché. En deuxième lieu, parce que ces formations sanitaires ont connu une baisse de fréquentation. Et en troisième lieu, parce que les formations sanitaires, c'est quand même des entreprises économiques et donc qui ont subi les répercussions de cette crise. Cette crise sanitaire aussi, en termes d'impact de santé, va se ressentir sur les grands programmes de santé. Le programme élargi de vaccination, tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, la prise en charge du VIH, la prise en charge des maladies tropicales négligées. Ce qui est aussi une des conséquences, c'est aussi dû au fait que pour mettre en place ces programmes de santé, nous devons déployer des équipes sur le terrain. Et vous savez qu'en contexte Covid, il était très difficile de se déplacer. La désertion de l'hôpital par les malades depuis la survenue de la pandémie est l'une des conséquences visibles. Heureusement, la sensibilisation ramène progressivement les sceptiques vers les formations sanitaires où les autres services n'ont pas connu d'arrêt, comme ici, à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, fort heureusement, les malades reviennent et le Covid ne fait plus peur comme avant. C'est une maladie comme les autres et que quand on regarde ceux qui décèdent, c'est parce que la plupart ont des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies. C'est la raison pour laquelle il faudrait que tout ce monde vienne à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on peut soigner le Covid, c'est à l'hôpital qu'on peut soigner le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le VIH, etc., qui sont des comorbidités associées et qui peuvent entraîner des décès. D'ailleurs, le plan adopté pour les prochaines années dans le secteur de la santé inscrit la continuité des services au rang des priorités. Notre plan 2021 qui a été adopté par le gouvernement et même le plan des prochaines années, une des priorités va être de rétablir ce que nous appelons la continuité des soins pour que les populations retrouvent confiance à l'hôpital, pour que les populations recommencent à fréquenter les grands programmes de santé. Ce plan va d'abord se traduire par le fait que l'ensemble des formations sanitaires va avoir le plateau technique relevé,
non seulement en termes d'équipement, mais aussi en termes de formation, surtout dans un axe qui est fragile, c'est tout ce qui est l'axe urgence et réanimation et capacité d'accueil et de gérer les situations d'afflux massif de victimes, que ce soit parce qu'il y a eu Covid, ou alors parce qu'il y a une autre épidémie, ou alors parce qu'il y a une autre situation d'urgence santé publique. Le Covid-19 est toujours là. Il n'a pas anéanti le système de santé, encore moins l'hôpital, qui se porte bien et remplit sa mission fondamentale, prendre soin de tous les malades. J'imagine que le médecin que vous êtes ne peut pas rester indifférent au papier que nous venons de suivre sur la santé de l'hôpital. Absolument. J'approuve entièrement les propos du docteur Etundi et le professeur Fouda de l'hôpital central parce que la Covid a fait que les gens ont eu peur d'aller à l'hôpital. Le personnel de santé a été dans différents services a été redéployé pour la réponse à la Covid. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnels de santé qui ont été affectés. Donc au Cameroun, nous avons enregistré 3000 personnels de santé qui ont été affectés par la maladie et 50 décès. Donc tous ces éléments ont fait que l'offre de services a diminué. L'OMS a fait une enquête à travers les pays pour voir quelle est la qualité de l'offre sur 25 interventions traceurs. Et quelles sont les grandes conclusions en ce qui concerne notre pays, par exemple? Oui, donc les services de santé, l'offre a diminué en termes de vaccination, en termes de l'accès à la santé maternelle et infantile, en termes de traitement de la tuberculose. Donc on a vu. Et c'est pour cela que l'OMS, en réponse, a demandé aux États membres d'introduire le 9e pilier. Donc au départ de la riposte, nous avions 8 piliers. Le 9e a été le renforcement de l'offre des services de santé essentiels. Et le Cameroun peut être fier d'avoir développé justement des guides pour permettre aux services de santé essentiels de se poursuivre. Je voudrais peut-être que vous insistiez un peu plus sur les répercussions de la pandémie sur la santé de la mère et de l'enfant. À ce stade actuel, quels sont les constats? Oui, donc je dirais que ce n'est pas uniquement la mère et l'enfant, mais ce sont des services très sensibles. Donc par exemple la vaccination a beaucoup souffert pendant cette période. La consultation prénatale également a souffert. Et donc la réponse a été d'ouvrir ce pilier et également pour le Cameroun a également ouvert les centres spécialisés. Donc les centres spécialisés, la logique et la philosophie derrière, c'était de permettre aux Camerounais de continuer à utiliser les services de santé avec la compréhension qu'ils rencontrent moins. Encore qu'il n'y a pas d'évidence qu'on soit contaminé nécessairement dans les formations sanitaires, la contamination survient plus au niveau des communautés. Dans un guide récemment publié, je pense que vous en parliez il y a un instant, l'OMS et le ministère de la Santé publique plaident pour la continuité des services de santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent, des personnes âgées, entre autres. Comment concilier tout cela avec le Covid-19? Donc la mise en œuvre de ces stratégies, c'est vraiment permettre au Cameroun de poursuivre sa marche vers les objectifs de développement durable, l'horizon 2030, et qu'aujourd'hui le Cameroun enregistre entre 4 000 et 5 000 décès maternels. Et quand les femmes ne meurent pas en ayant eu des accouchements difficiles, certaines des conséquences sont par exemple la fistule obstétricale. On enregistre 20 000 fistules obstétricales au Cameroun et chaque année 2000 supplémentaires s'ajoutent à ce nombre. Et donc il y a des stratégies réelles. Comment sortir de cette situation? Le financement, les stratégies, l'opérationnalisation, la mise en œuvre. Et ça me permet quand même de dire un mot sur le financement de la santé. On peut compter sur l'OMS, s'agissant des financements, par exemple? Malheureusement, l'OMS n'est pas une agence de financement. L'OMS n'est pas une banque. L'OMS n'est même pas un fonds. L'OMS, c'est l'intelligence. Votre appui est essentiellement technique. Donc, quelle est la voie à suivre pour atteindre un résultat? Et donc, par exemple, la couverture santé universelle. Parfois, on pense que la couverture santé universelle, c'est l'assurance. Non.
c'est vraiment un programme, une vision de permettre à ce que les Camerounais accèdent aux services de santé dans tous les domaines que nous avons cités, la santé de la mère et de l'enfant, les maladies transmissibles, VIH, sida, malaria, tuberculose, les maladies non transmissibles, hypertension, diabète, et les services de santé. Comment rendre les services de santé plus accessibles, c'est-à-dire le personnel de santé, le nombre de lits disponibles et les médicaments. Sur la couverture santé universelle, le Cameroun est effectivement engagé dans la démarche. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie et que fait l'OMS pour appuyer cette démarche? L'OMS, justement, accompagne le ministère de la Santé publique et le gouvernement du Cameroun dans ces démarches. Je dirais que ce qui est urgent, c'est réellement l'accélération. Donc, c'est un sujet qui est très cher au chef d'État du Cameroun. Et donc, toute administration qui a un rôle à jouer doit pouvoir traiter de façon urgente pour que les services, justement, puissent accéder aux populations. Pour l'instant, je dirais que le Cameroun est dans la phase de design et des approbations législatives, mais bientôt, il faudra opérationnaliser cela pour que réellement la population puisse sentir l'effet de cette réforme. Je dirais que d'ici 10 ans, disons, si l'horizon est 2030, qu'est-ce qui doit se passer pour le Cameroun? Actuellement, les dépenses directes des ménages pour les services de santé est de 70%. L'OMS estime que ça ne devrait pas dépasser 30%. Et 70%, il n'y a pas 10 pays dans la région africaine avec un taux énorme de dépenses directes. Donc le Cameroun devrait, la stratégie de financement devrait permettre une voie vers la réduction de moitié, donc arriver à 35 en 2030, et en même temps augmenter le financement public. Donc aujourd'hui, nous sommes à 5, le Cameroun est à 5% de financement public alloué à la santé, donc de 5% en 10 ans jusqu'en 2030, arriver à 10%. Rappelez-vous que l'objectif que les chefs d'État se sont assignés en 2001 à Abuja, c'était de 15%. Donc aujourd'hui, puisque des progrès n'ont pas été faits dans ce domaine, au moins le Cameroun devrait trouver une feuille de route qui l'amène de 5% à 10% à l'horizon 2030. Si ceci est fait, alors le Cameroun va aller plus vite vers l'émergence à l'horizon 2035. Parce qu'il faut protéger le capital humain. Et il nous faut des médecins, et sur ce cas, le Cameroun vit malheureusement une fuite des cerveaux. C'est, je pense, le deuxième pays après le Congo-Brazzaville qui connaît une hémorragie de médecins prononcés à l'étranger, alors que nous en avons besoin ici. Comment on fait? Que faites-vous? Les ressources humaines, bien sûr, sont très importantes. Déjà, les ressources humaines disponibles sont significatives. Donc le Cameroun, on ne peut pas dire que le Cameroun manque réellement des ressources humaines. Par contre, la distribution pose problème. Par exemple, on sait que 62% des médecins du Cameroun sont à Yaoundé et Douala. Et donc l'arrière-pays manque du personnel qualifié. Et donc il est possible, à travers une réforme des ressources humaines pour la santé, d'essayer de mieux les distribuer, et cela est possible. Pour les médecins de la diaspora, c'est vrai que le Cameroun a un immense capital de médecins experts dans beaucoup de domaines, et je dirais qu'il faut les intéresser. Donc je vois par exemple les différentes structures sanitaires qui sont en train qui vont être inaugurées bientôt. Peut-être qu'il faudra penser à spécialiser certains d'entre eux pour justement intéresser les Camerounais qui sont à l'étranger, de pouvoir contribuer réellement à cette marche vers la couverture santé universelle, protéger le capital humain et surtout accélérer la marche vers l'émergence. Fanuel Abimana, je voudrais secouer un peu vos souvenirs d'élèves. À quelle année remonte votre baccalauréat, le passage des épreuves de baccalauréat? Baccalauréat, c'est-à-dire passage de l'école secondaire à l'université, 1982. 1982. Oui. Alors en ce moment, il y a des élèves qui sont face à cette réalité dans tout le pays, au Cameroun. Ils affrontent le baccalauréat général avec un invité surprise, c'est la tricherie qui est adaptée au contexte de Covid-19. Nous allons le voir dans l'élément.
que nous développe Franck Evina dans la chronique sociale de Actualité Hebdo, l'air du temps. Les apparences sont trompeuses, car dans la grande concentration et l'ambiance studieuse qui entoure le déroulement des épreuves, peuvent se cacher des tricheurs, les adeptes d'un des vices les plus combattus en milieu scolaire. Hier, élèves, aujourd'hui enseignants, les seigneurs de la crèche savent mieux que quiconque comment démasquer les fraudeurs. Il y a beaucoup de procédés que les élèves ou bien les candidats utilisent. Il y a par exemple les cartouches, comme on appelle vulgairement, c'est-à-dire les bouts de papier dans lesquels ils essayent de mettre des formules, surtout des formules mathématiques ou bien des citations. Et ils insèrent ça dans leurs sous-vêtements. Dans les toilettes aussi, ils peuvent utiliser les moyens selon lesquels ils écrivent les bouts de papier et ils affichent dans les toilettes. Nous nous assurons donc chaque matin que les toilettes sont saines. Donc il n'y a aucune écriture à l'intérieur des toilettes. Et nous avons demandé à chaque surveillant que chaque fois qu'un enfant sort, parce qu'il a des problèmes pour qu'il se mette à l'aise, que le surveillant des surveillants le conduise aux toilettes et qu'il vérifie bien qu'il n'y a rien, il n'y a aucune écriture compromettante dans les toilettes. Difficile de tourner la page du phénomène. Quand la surveillance se corse, les tricheurs changent d'astuce. Le masque, mesure barrière contre le Covid-19, serait devenu un support de définition et de théorème en fonction des matières. Ils écrivent des bouts de papier et ils insèrent à l'intérieur des masques, au point où quand ils les arborent, nous sommes obligés de leur demander de défaire une partie du masque pour qu'on essaie de voir ce qui est à l'intérieur. Rigueur et vigilance pour déceler les secrets des tricheurs. La distanciation physique, l'une des mesures anti-Covid-19, facilite la tâche cette année en limitant les regards furtifs et les partages de réponses entre voisins de banc. Ils sont assis un par un. Parce que vous savez que cette année, avec le contexte de la pandémie, c'est 24 que nous avons ici, dans chaque salle de classe. Ils sont assis un par banc et ils sont assis tels qu'il leur est un peu difficile de faire ce genre de gestes-là. De quoi mettre également à rude épreuve les fraudes massives qui ont souvent fait couler de l'eau. Jusqu'ici, nous n'avons pas appris qu'il y a un robinet ouvert quelque part. Mais certains parviennent quand même à contourner ce dispositif de surveillance. À cela, nous disons qu'un succès basé sur la tricherie ne sera jamais qu'un échec voilé. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque. Fanuel Abimana, on va vers la fin de cet entretien. Je voudrais vous prier de réagir rapidement sur la question des autres pandémies, des autres maladies, autant pour moi. On parle par exemple du paludisme qui tue plus que le Covid-19 et de plus en plus du cancer du col de l'utérus qui emporterait 4 femmes quotidiennement au Cameroun. Est-ce que vos priorités ne devraient pas aller vers ces affections? Non, les priorités de l'OMS sont en fait définies par les États membres. Donc au niveau global, nous avons ce que nous appelons le programme général de travail qui est adopté par les ministres de la Santé dans l'Assemblée mondiale. Et au niveau des pays, nous avons ce que nous appelons le budget programme, qui est une émanation à la fois des priorités du gouvernement, mais également ses priorités au niveau global. Et nous avons un plan qui est signé entre moi et le ministre de la Santé publique et qui reprend vraiment les grands sujets de santé publique, donc à la fois la santé de la mère et de l'enfant. Vous avez cité le cancer du col de l'utérus, j'ai parlé tout à l'heure des fistules obstétricales, mais tout ce qui peut être fait pour éviter qu'une mère qui donne vie ne puisse pas mourir. Tout ça rentre dans ce cadre-là.
bien entendu, les grandes endémies, le sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, les maladies non transmissibles, donc le diabète, l'hypertension, le cancer, et enfin les services de soutien, donc les ressources humaines, l'accès à un plateau technique, l'accès aux médicaments, la lutte contre le tabagisme. Donc tout ça, je dirais que le ciment qui fait que les choses peuvent aller plus rapidement, réellement, donc je peux faire une espèce de ramassage, c'est le financement. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment augmenter les financements et réduire la pénibilité des populations à accéder aux services de santé. Une question d'actualité, puisque vous en êtes féru d'actualité. Comment l'OMS regarde-t-elle l'audition d'un certain nombre de personnalités ces jours au Cameroun relativement à la gestion des fonds Covid? Merci. Il n'y a pas suffisamment d'informations. Je ne peux pas. Donc c'est un domaine vraiment qui est tout complètement à l'extérieur de mon champ d'action et du champ d'action de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il faut laisser les pouvoirs publics en charge de ce travail, de faire le travail. Quelle est la dernière chose que vous dites aux Camerounais ce soir pour qu'ils aillent se vacciner en grand nombre à partir de demain? C'est de la communication. Donc vous êtes expert en communication, c'est de dire que moi, Fanuel Habimana, représentant de l'OMS, je me suis vacciné en même temps que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et un certain nombre de chefs de département. Je vous reproche en fait aussi de n'avoir pas contribué à une communication effective. Parce que pendant cette session, je veux dire les communicateurs, pendant cette session, il y a un membre du gouvernement qui s'est levé et qui a donné des raisons pourquoi il se vaccine. Un ministre de la République. Et c'était très émouvant parce qu'il a dit des raisons personnelles. Et il a eu affaire avec la maladie dans sa famille, dans sa relation proche. Et il disait, j'ai vu la maladie en face et c'est pour cela que je me vaccine. Et je me suis demandé pourquoi cet élément n'a pas fait la une de tous les journaux et de la presse. Parce que voilà une personne qui dit quelque chose de personnel et qui donne des raisons de la vaccination. Donc, les vaccins existent. Cet élément a été diffusé en tout cas par la CRTV. Ok, merci. C'est mon inattention, je m'en excuse. Et donc, le vaccin existe, le vaccin est sûr. Rappelez-vous ce que j'ai paraphrasé de France 24. Et donc, chacun peut avoir une opinion, mais toutes les opinions ne se valent pas. Il faut suivre l'opinion. Il faut suivre l'opinion autorisée. Le gouvernement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence européenne des médicaments, l'Agence britannique des médicaments, l'Agence américaine des médicaments. Les chercheurs sont là pour donner les évidences. Mais après, quand il s'agit de la politique, la politique est une affaire publique. Et donc, ce sont les agences de régulation au Cameroun, donc vraiment l'agence de régulation au niveau du Cameroun, et puis des organisations dont c'est le métier. Fanuel Habimana, pour parler comme dans votre jargon, notre consultation s'achève ici et maintenant. Merci d'être venu à Actualité Hebdo. Merci beaucoup. J'espère que mes interventions ont pu en éclairer plus d'un. C'était mon espoir. Et réellement, il faut que la maladie puisse venir à un niveau acceptable pour que justement le Cameroun puisse accélérer son rythme vers le développement et l'émergence. Je rappelle que vous êtes médecin, représentant au Cameroun de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition d'Actualité Hebdo sur votre chaîne, la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.